Bonjour et bienvenue sur le séminaire René Guénon. Le séminaire René Guénon qui a pour but de délivrer des cours complets sur les œuvres elles-mêmes du métaphysicien traditionnel René Guénon à partir de ces textes fondamentaux qui seront donc expliqués en détail. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le développement de cette chaîne en faisant des dons sur Tipeee, sur le compte Séminaire René Guénon, qui est indiqué à l'écran, ce qui me permettrait d'entreprendre l'enregistrement d'un maximum et peut-être de toutes les œuvres de René Guénon, afin qu'elles deviennent des cours complets, des explications complètes, aussi complètes que possible. Le programme de cette séance, c'est donc dans l'ensemble de cours sur la crise du monde moderne, publié en 1927, et nous sommes au chapitre 4. Chapitre 4, Sciences sacrées et sciences profanes. Alors, dans une civilisation traditionnelle, la science du relatif est placée en subordination par rapport à la connaissance des principes. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la contemplation ou la connaissance était supérieure à l'action. Et bien, l'action, c'est justement ce qui correspond à la science du relatif, en quelque sorte. Par opposition à la science de l'absolu, ou des absolus si l'on veut, qui est la connaissance des principes. Ainsi, nous dit René Guénon, chaque civilisation a eu des sciences traditionnelles d'un type particulier, lui appartenant en propre. Et ce qui explique cela, c'est que la métaphysique est une. La métaphysique est une car elle concerne les absolus. Elle concerne des principes immuables qui se résolvent dans une unité principielle. Mais avec les sciences, ce qu'on appelle les sciences au pluriel, aussi bien qu'avec les institutions sociales, nous dit René Guénon, nous sommes dans le monde de la forme et de la multiplicité. Donc ces sciences, même traditionnelles, s'appliquent donc tout simplement aux multiplicités, aux multiples domaines de la vie terrestre. Et c'est ainsi que la physique était au départ la science qui concerne les lois les plus générales du devenir, car nature, qui se disait en grec physis, donc qui a donné physique, nature et devenir sont au fond synonymes. Donc voilà un des grands principes pour comprendre la conception de la science chez René Guénon et dans la doctrine traditionnelle qu'il transmet. Nature et devenir sont au fond synonymes, donc physique, c'est la science du devenir. En effet, pour Aristote lui-même, bien qu'étant déjà un occidental et peut-être même à la source d'une certaine forme de modernité, Aristote expliquait que la physique n'était que seconde par rapport à la métaphysique. D'où la fameuse métaphysique d'Aristote. C'est-à-dire que la physique était dépendante de la métaphysique. Et elle n'était au fond qu'une application au domaine de la nature des principes supérieurs à la nature et qui se reflètent dans ses lois. Donc, dans le domaine de la nature se reflètent les principes supérieurs qui sont du domaine de la métaphysique. Et c'est ce rattachement, ce lien entre la physique et la métaphysique qui permettait, par subordination de la physique à la métaphysique, de rester une science traditionnelle. Or, la physique, au contraire, désigne dans l'ère moderne une science particulière, celle des propriétés de la matière inanimée. C'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui la physique. C'est la science des propriétés de la matière inanimée.
et elle est parmi d'autres sciences qui toutes sont également des sciences de la nature, la biologie, la zoologie, etc. Or cela manifeste en réalité, donc cette démultiplication de ce qui était autrefois appelé la physique, en des sciences particulières, donc limitées à des domaines plus restreints, cela manifeste la fragmentation, la spécialisation des sciences en domaines restreints plus limités, ce qui est typiquement moderne. Comme l'expliquait Guénon dans le chapitre précédent, la matière, et donc ne s'intéresser qu'à la matière, est un principe de fractionnalisation, de fragmentation, de limitation, de démultiplication dans des domaines de plus en plus restreints. Les connaissances de détail des sciences modernes, donc, sont insignifiantes en elles-mêmes et ne valent pas qu'on leur sacrifie une connaissance synthétique. En réalité, soutient Guénon. Cette connaissance synthétique qui est la gnose, la connaissance métaphysique, la science sacrée, ou la connaissance au sens traditionnel et le plus élevé, la connaissance spirituelle. Donc ces connaissances de détail, ces connaissances spécialisées de la science moderne, ne valent pas qu'on leur sacrifie la connaissance métaphysique, qui, même en se bornant encore au relatif, c'est-à-dire la connaissance métaphysique de ce qui est relatif, est d'un ordre beaucoup plus élevé, et d'autre part, que l'impossibilité où on se trouve d'unifier leur multiplicité, ces connaissances spécialisées de la science moderne, vient seulement de ce qu'on s'est interdit de les rattacher à un principe supérieur, et de ce qu'on s'est obstiné à procéder par en bas et de l'extérieur, alors qu'il aurait fallu faire tout le contraire pour avoir une science possédant une réelle valeur spéculative, c'est-à-dire une valeur théorique et une valeur de contemplation de ce qu'est le réel. Alors, reprenons. René Guénon soutient donc que les sciences physiques auraient dû rester rattachées aux principes, c'est-à-dire aux connaissances métaphysiques, qui sont les connaissances principielles, les connaissances universelles et immuables, comme nous l'avons vu. Or, au lieu de procéder ainsi, la science moderne, donc les sciences modernes particulières, ont opté pour la méthode consistant à procéder par en bas, c'est-à-dire à partir de la matière la plus empirique, la plus pragmatique, la plus sensible, dans les conditions les plus inférieures et donc les plus relatives, les plus limitatives, les plus conditionnées, les plus contingentes de l'existence. Et la science moderne aussi procède de l'extérieur. Donc, de l'extérieur, c'est-à-dire de la surface sensible des choses. Donc, et de l'extérieur aussi au sens de l'extériorité du principe inhérent aux êtres. Puisque le principe, évidemment, englobe toute l'existence universelle, le principe le plus métaphysique, le plus spirituel, englobe l'existence universelle, puisqu'il est l'absolu. Cet absolu qui ne peut pas laisser en dehors de lui quoi que ce soit. Donc, ce principe est inhérent à tous les êtres et à toutes les choses. Mais la science moderne n'étudie ces êtres et ces choses que de l'extérieur. Donc, de l'extérieur de ce principe qui est inhérent et qui est intérieur à ces choses et à ces êtres. Donc, la science moderne manque de toucher et de pouvoir voir, de pouvoir percevoir et étudier le principe qui agit dans les êtres et dans les choses. Donc c'est une science formaliste, extérieure, superficielle en quelque sorte. Et comme on peut l'imaginer, la superficialité n'explique pas grand-chose. Donc, les sciences modernes ne parviennent pas à expliquer grand-chose. Et c'est pourquoi les sciences modernes s'érigent, nous explique René Guénon, en sciences indépendantes, en niant tout ce qui les dépasse, ou tout au moins en le déclarant inconnaissable et en refusant d'en tenir compte, ce qui revient encore à le pratiquer, à le
ce qui revient encore à le nier pratiquement. Et ce qui fait assimiler les sciences modernes au positivisme, c'est-à-dire à la religion, en quelque sorte, du fait extérieur, du fait sensible, et ce qui amène à aussi un certain agnosticisme, c'est-à-dire qu'on refuse d'imaginer, d'envisager que ce qui dépasse la science empirique, expérimentale, soit connaissable. Donc on devient agnostique. Voilà, la gnose, la connaissance, ne peut pas atteindre ce qui dépasse le pur empirisme et le pur exercice de la raison, de la rationalité élémentaire appliquée à tout ce qui est sensible, à tout ce qui est superficiel. Et donc René Guénon remarque avec perspicacité que ce n'est qu'à l'ère moderne qu'on a vu certains scientifiques se faire gloire de leur ignorance, car se proclamer agnostique n'est point autre chose que cela. L'agnostique, évidemment, donc agnostique vient de gnose, qui veut dire la science, en grec, et agnostique veut dire tout simplement sans science, ou ignorant. Donc, certains scientifiques modernes qui se font gloire d'être agnostiques en affirmant que l'on ne peut pas connaître tout ce qui dépasse l'expérience, par exemple, tout simplement se font gloire d'être ignorants. C'est-à-dire que je suis un vrai savant parce que j'affirme que je suis agnostique sur tel ou tel sujet, autrement dit, j'affirme que je suis ignorant, qu'il y a une ignorance qui définit ma science, ce qui est stupide. Puisque si on commence à dire qu'on est ignorant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire de la science dont on dispose si elle est si limitée par l'ignorance que l'on a par ailleurs. Donc c'est une science extrêmement restreinte, extrêmement limitée, qui peut donc être totalement niée ou détruite ou relativisée intégralement par l'ignorance qu'on aurait par ailleurs. Ainsi, il y a donc une sorte de laïcisation de la science qui s'est opérée dans la science moderne, en voulant séparer radicalement les sciences de tout principe supérieur sous prétexte d'assurer leur indépendance, explique René Guénon, en expliquant là d'ailleurs parfaitement bien le mouvement des sciences modernes. La conception moderne de la science leur enlève toute signification profonde et toute valeur de connaissance, et elle ne peut aboutir qu'à une impasse. Et donc, c'est de cette manière que la science moderne s'est détachée de tout principe transcendant et n'a plus aucun point fixe où elle puisse s'appuyer, ne partant plus d'aucune certitude absolue. La science moderne en est réduite à des probabilités et des approximations, ou à des constructions purement hypothétiques qui ne sont que l'œuvre de la fantaisie individuelle. Ce sont des hypothèses qui sont donc livrées à de pures fantaisies individuelles, finalement, puisqu'il n'y a plus aucun principe fixe, transcendant et universel qui serait le gage qu'elles sont liées à une forme de vérité absolue, concrète, au sens métaphysique, qui leur donnerait un caractère de vérité absolue, de vérité en tant que telle. S'il arrive accidentellement que la science moderne aboutisse à certains résultats, les mêmes résultats que des sciences anciennes, des sciences traditionnelles, on aurait le plus grand tort d'y voir une confirmation dont ces traditions, dont ces sciences traditionnelles n'ont nul besoin. En effet, l'inférieur n'a en rien à juger ou à confirmer le supérieur. Les sciences traditionnelles anciennes n'ont pas à être confirmées par les sciences modernes. Et donc de la même manière, par exemple les sciences mythologiques ou les sciences doctrinales traditionnelles, sacrées, y compris transmises par les religions, donc ce qu'on appelle les mythes ou les textes sacrés,
n'ont absolument pas à être confirmées par des sciences modernes, par exemple l'archéologie, puisque l'inférieur n'a aucune valeur de confirmation pour ce qui lui est supérieur. Les textes sacrés étant des concrétisations, des émanations, des manifestations de sciences sacrées et purement métaphysiques ancestrales et traditionnelles, ils n'ont pas à être confirmés par des sciences totalement relatives, limitées, restreintes, expérimentales, superficielles, comme le sont les sciences, comme l'est l'archéologie par exemple. Donc René Guénon explique toute la valeur la plus restreinte que revêtent les sciences modernes, qui n'aboutissent qu'à des hypothèses, donc qu'à des idées parfaitement floues, approximatives, fragiles. Et donc les sciences traditionnelles, au contraire, parvenaient à des conséquences indubitables de vérités connues intuitivement, au sens de l'intuition transcendante, l'intuition intellectuelle dont nous avons parlé au cours précédent. Et donc ces conséquences des sciences traditionnelles sont des conséquences infaillibles et de l'ordre métaphysique. René Guénon constate que dans le domaine religieux moderne, certains développent une certaine apologétique, c'est-à-dire la défense de la religion, la défense de la foi, ou la défense de certains textes sacrés. Donc la défense de la Bible pour les chrétiens, la défense du Coran pour les musulmans par exemple. Et cette apologétique, donc cette défense religieuse, qui prétend se mettre d'accord avec les résultats de la science moderne, par exemple l'archéologie, travail parfaitement illusoire et toujours à refaire, qui présente d'ailleurs le grave danger de paraître solidariser la religion avec des conceptions changeantes et éphémères, dont elle doit demeurer totalement indépendante, normalement. Donc, René Guénon explique bien comment cette défense de la religion ne devrait absolument pas s'abaisser à chercher à être compatible avec les sciences modernes, puisque ces sciences se situent à un degré de connaissance, de contemplation et de vérité qui est radicalement inférieur à la connaissance métaphysique dont les religions sont des expressions et des manifestations doctrinales. Donc la religion ou le sacré n'a pas besoin de la confirmation ou de la permission des sciences modernes, qui sont elles-mêmes sans principe et sans vérité immuable. Donc on ne peut jamais rendre une science sacrée traditionnelle avec une science moderne, parce que la science moderne est a priori et intégralement détachée de tout point de vue métaphysique, de tout principe absolu. Or, la religion étant au contraire intégralement soumise à l'idée d'un principe absolu, Dieu, à des révélations transcendantes et divines, vous ne pouvez pas rendre compatible ce qui exclut le principe métaphysique avec ce qui se soumet à un principe métaphysique. Donc, il est totalement illusoire de chercher à confirmer la religion par des sciences modernes, ou même de rendre la religion compatible avec les sciences modernes, avec le fameux débat foi et science, tel que les croyants, certains croyants ou certains scientifiques modernes les mettent en place. Et René Guénon revient ensuite sur le positivisme, c'est-à-dire ce qu'il appelle la superstition du fait, de ne vouloir étudier que les faits. Donc que les faits sensibles, superficiels et extérieurs. Et ce positivisme, cette superstition du fait, consiste à rejeter toute vérité qui ne serait pas montrée par des faits, c'est-à-dire par des expériences sensibles, par des phénomènes sensibles. Et
cette superstition du fait s'exprime par exemple dans l'expérimentalisme moderne, alléguant qu'une théorie peut être prouvée par les faits, alors qu'en réalité, les mêmes faits peuvent toujours s'expliquer également par plusieurs théories différentes. Et là, René Guénon explique à sa manière un principe qui est d'ailleurs connu chez les épistémologues, chez les bons épistémologues, c'est que c'est le phénomène des inductions abusives ou des corrélations scientifiques abusives. Une théorie ne peut pas être prouvée par des faits, puisque les mêmes faits peuvent être expliqués par des théories différentes. Donc du coup, les faits ne peuvent pas prouver une théorie spécifique. Et là, le positivisme s'écroule à partir de ce moment-là. Vous ne pouvez pas prouver une théorie par des faits, puisque ces faits peuvent être utilisés n'importe comment pour d'autres théories. Et d'ailleurs, n'importe quel préjugé peut instrumentaliser n'importe quel fait ou n'importe quel groupe de faits, de phénomènes sensibles, particuliers. On peut plaquer n'importe quel préjugé à des faits bruts, dénués en eux-mêmes de toute signification propre. Si vous prenez une série de faits sensibles, superficiels, expérimentaux, vous pouvez les interpréter n'importe comment, comme vous le voulez, avec n'importe quel préjugé, le pire préjugé que vous pourriez trouver. Et c'est pour cela, par exemple, que dans la science moderne, vous aviez des théories racistes les plus matérialistes qui soient, et qui interprétaient un ensemble de groupes de faits expérimentaux. Et donc, les sciences expérimentales peuvent être développées avec un point de vue traditionnel. Elles pourraient, en théorie, être développées dans un point de vue traditionnel, mais à la seule condition qu'elles soient hiérarchisées, c'est-à-dire subordonnées au sacré, subordonnées à un principe transcendant et à la connaissance de ce principe transcendant et métaphysique. Et dans ce seul cas-là, si elles sont rattachées, si elles sont liées et subordonnées à la connaissance métaphysique, à la connaissance spirituelle, elles deviennent, par contre-coup, elles deviennent à cette seule condition, elles-mêmes des sciences sacrées, donc des sciences traditionnelles rattachées au principe, ou si vous voulez, rattachées tout simplement à Dieu, ou soumises à Dieu. René Guénon nous donne ensuite un exemple de la dégradation de la science par la séparation de la science sacrée avec une autonomisation d'une science profane. Ainsi, il y a une opposition entre l'astrologie, qui était au départ une science sacrée, et l'astronomie, qui devient une science profane. Chez les Grecs et dans toutes les civilisations traditionnelles anciennes, l'astrologie et l'astronomie n'étaient qu'une seule science. L'astronomie était une partie de l'astrologie. Or, dans la modernité, il y a eu une scission. La science matérielle, l'astronomie, s'autonomise en devenant profane. Et l'autre, elle disparaît du domaine de la science reconnue, l'astrologie. L'astrologie sacrée est perdue. Et du coup, cette autonomisation, cette scission, aboutit à ne garder certaines formes d'astrologie que justement sous des formes particulières détachées du principe aussi. Et l'astrologie devient un simple art divinatoire avec des applications pseudo-scientifiques ou parapsychologiques qui ne sont que des contrefaçons de l'astrologie sacrée, ancienne, traditionnelle, qui avait une valeur métaphysique, spirituelle. Ce que l'on appelle couramment aujourd'hui l'astrologie n'est qu'une superstition avec des applications parapsychologiques totalement restreintes et détachées en réalité de la vraie connaissance métaphysique. Il s'est passé à peu près la même chose entre l'alchimie et la chimie. René Guénon nous dit:
la véritable alchimie était essentiellement une science d'ordre cosmologique, et en même temps, elle était applicable aussi à l'ordre humain, en vertu de l'analogie du macrocosme et du microcosme, et qui était donc une doctrine traditionnelle et métaphysique ancienne. Traditionnelle. Alors, qu'est-ce que le macrocosme et le microcosme? Le macrocosme, c'est l'univers dans son ensemble, dans sa grandeur, macrocosme, jusqu'à l'infiniment grand. Et donc macrocosme, c'est tout univers grand, dans sa grandeur supérieure. Par exemple, le système solaire est un macrocosme, ou la planète Terre par rapport à nous, humains, est un macrocosme. Donc par opposition au microcosme, qui est un monde physique ou organique de la petite échelle, donc à plus petite échelle, jusqu'à l'infiniment, ou ce qu'on appelle vulgairement l'infiniment petit, et donc, par exemple, l'individu humain, ou tout ce qui est plus petit que lui, est considéré comme un microcosme. Et dans la doctrine traditionnelle, tout ce qui était macrocosme correspondait à un microcosme et inversement. Et donc l'alchimie ou même l'astrologie ancienne étaient des sciences traditionnelles qui permettaient de se relier par des principes métaphysiques, qui permettaient de relier tout macrocosme avec un microcosme. Donc les constellations astrologiques, étudiées aussi par l'astronomie traditionnelle, avaient une correspondance et donc un lien concret et total et même spirituel en quelque sorte avec le microcosme, la vie humaine terrestre par exemple. De la même manière, l'alchimie, le travail sur la matière, sur des matières dans le cadre alchimique traditionnel, avait un lien, une correspondance intime, spirituelle, psychique et matérielle avec l'être humain lui-même qui travaillait sur ces matières, donc là, en l'occurrence l'alchimiste. C'est pourquoi l'alchimie traditionnelle était conçue dans l'optique d'une transposition dans le domaine purement spirituel qui conférait à ces enseignements une valeur symbolique et une signification supérieure, et qui en faisait un des types les plus complets des sciences traditionnelles. Donc dans l'alchimie traditionnelle, c'était une étude de la matière, effectivement, mais une étude de la matière perçue et conçue comme possédant en elle-même ce principe inhérent à toute chose et à tout être dont j'ai parlé, et ce qui permettait à l'être, à l'humain notamment, de se relier à travers cette étude de la matière et de ses secrets les plus profonds à ce principe universel de toute chose qu'on appelle ordinairement Dieu. Or, il y a donc eu une dégradation radicale, profonde, et c'est là que la chimie apparaît, à cause de l'incompréhension de certains chimistes, ou alchimistes un peu décadents, dégradés, qui, incapables de pénétrer le vrai sens des symboles, prirent tout à la lettre, et croyant qu'il ne s'agissait en tout cela que d'opérations matérielles, se lancèrent dans une expérimentation plus ou moins désordonnée. Ce sont ceux-là que les alchimistes qualifiaient ironiquement de souffleurs ou de brûleurs de charbon, qui furent les véritables précurseurs des chimistes actuels. Et c'est ainsi que la science moderne s'édifie à l'aide des débris des sciences anciennes, avec les matériaux rejetés par celles-ci et abandonnés aux ignorants et aux profanes. Et donc c'est là où il faut constater, évidemment de manière contradictoire aux opinions majoritaires actuelles, il faut le dire, que les sciences modernes sont tout simplement les rebuts et le développement de bribes, de résidus des sciences anciennes qui étaient complètes et qui avaient une valeur spirituelle, métaphysique et totale et universelle. Donc les sciences modernes sont en quelque sorte des résidus tout à fait restreints d'anciennes sciences traditionnelles complètes. Et les scientifiques modernes sont en quelque sorte les ignorants et les profanes qui essayent de réutiliser ces bribes de sciences
traditionnelles, anciennes, qui avaient une valeur métaphysique, mais qu'elles n'ont plus du tout dans les sciences modernes. Ce principe s'applique aussi à la psychologie, telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire l'étude des phénomènes mentaux comme tels, et cette psychologie est donc un produit naturel de l'empirisme anglo-saxon et de l'esprit du XVIIIe siècle, et non pas l'étude des facultés, des pouvoirs et des propriétés de l'âme et de l'esprit, d'ailleurs qu'on appelait en grec psyché, qui a donné la racine psycho dans psychologie. Et la psyché chez Freud, voilà, la psychanalyse, etc. Alors, qu'est-ce que devrait être une science traditionnelle pour correspondre aux idéaux, aux principes de René Guénon? Le principe général d'une science traditionnelle, quelle qu'elle soit, ce serait une science quelconque, suivant la conception traditionnelle. Elle a moins son intérêt en elle-même, en fait, qu'en ce qu'elle est comme un prolongement ou une branche secondaire de la doctrine. Et donc chez les hindous, dans l'hindouisme traditionnel, une branche secondaire, une science secondaire s'appelait Upaveda, dont la partie essentielle est constituée, comme nous l'avons dit, par la métaphysique pure, que les hindous appelaient Veda, la vision pure de l'être, de Dieu si vous voulez, la connaissance absolue, la vision et la connaissance de Dieu. Les sciences traditionnelles ainsi ont donc un intérêt véritable, mais dans la mesure où elles reflètent la connaissance principielle dans tel ou tel domaine contingent, c'est-à-dire dans tel ou tel domaine particulier, ou bien lorsqu'elles sont susceptibles de conduire vers cette même connaissance principielle. Ces sciences secondaires, si elles sont traditionnelles, ont donc un rôle tout de même important. Elles ont leur place, elles ont leur rôle. Elles permettent de relier entre eux tous les ordres de réalité, de les intégrer dans l'unité de la synthèse totale. Mais elles doivent être placées dans leur répartition hiérarchique, selon les degrés d'existence auxquels elles se rapportent, et elles constituent alors comme autant d'échelons à l'aide desquels il est possible de s'élever jusqu'à l'intellectualité pure. Ce qu'on appelle la méthode anagogique, c'est-à-dire la remontée à travers les échelons d'une science, d'une contemplation, d'une réflexion. D'où le symbole de l'échelle cosmique qu'on monte progressivement jusqu'à atteindre le sommet qui est le plus spirituel et qui est Dieu. Cette intellectualité pure est cette intellectualité pure est donc absolument indépendante de l'exercice de toute faculté d'ordre sensible ou même rationnel. L'intuition transcendante de ce sommet de l'échelle cosmique et qui constitue la vision des principes purs de l'absolu, de Dieu, doit être compris comme étant indépendant de l'exercice des facultés secondaires, donc les facultés sensibles ou même rationnelles. D'où la roue cosmique. Donc, regardez sur le visuel le symbolisme de cette roue cosmique. La circonférence, nous explique Guénon, n'existe en réalité que par le centre. Mais les êtres qui sont sur la circonférence doivent forcément partir de celle-ci, de cette circonférence, ou plus précisément du point de celle-ci où ils sont placés, et suivre le rayon pour aboutir au centre, qui est le principe. Donc reprenons cette roue cosmique. Sur la circonférence, nous sommes dans l'existence ordinaire, dans l'existence conditionnée par les règles spatio-temporelles de la vie et du devenir
ordinaire. Et donc, la science traditionnelle secondaire a son rôle ici, sur ce point de la circonférence où nous sommes placés, dans cet espace, dans ce point spatio-temporel de notre existence. La science traditionnelle secondaire vient nous prendre ici, et elle doit ensuite suivre le rayon pour nous guider jusqu'au centre, à travers les sciences traditionnelles adaptées à cela. Et ce rayon, c'est en quelque sorte la voie initiatique, la voie mystique, spirituelle, qui traverse des sciences de plus en plus proches du principe spirituel ou métaphysique. Et c'est en ce sens-là que les sciences traditionnelles ont tout à fait leur rôle dans la subordination, dans la hiérarchie universelle de la connaissance sacrée. Ainsi, dans une civilisation traditionnelle ou dans une conception traditionnelle de la science ou de la gnose, il n'existe pas un domaine profane qui s'opposerait, qui serait extérieur au domaine sacré. Il existe seulement un point de vue profane, qui n'est proprement rien d'autre que le point de vue de l'ignorance, en définitive. Donc, alors qu'au départ nous pouvions croire que René Guénon sépare le sacré et le profane, il explique bien qu'en réalité, tout est sacré. Le sacré contient tout. Et le profane n'est qu'un point de vue limitatif dans le sacré. Donc un point de vue, c'est-à-dire un point de vue soutenu par un humain ou un ensemble d'humains. Ce qui fait donc qu'une chose est profane, ce n'est pas qu'elle n'est pas sacrée, c'est qu'elle est soumise à la limitation, au point de vue limitatif et ignorant d'une personne ou d'un groupe de personnes ignorantes qui ont donc perdu la connaissance sacrée, la connaissance des principes métaphysiques. D'où la primauté incontournable de la connaissance, de la gnose sacrée, comme critère fondamental de science et comme critère fondamental d'autorité traditionnelle, puisque pour être rattaché à cette gnose des principes, à cette vision divine, à la révélation divine, il faut inconditionnellement, il faut absolument et nécessairement se soumettre à une autorité traditionnelle capable de voir ces principes métaphysiques, sans quoi on se maintient dans une science ou dans une pseudo-science ou dans un art ou dans un pseudo-art profane, qui n'a plus de lien avec la spiritualité véritable et donc plus un lien avec Dieu. Fin du chapitre 4 de la crise du monde moderne, donc fin du cours. Je vous rappelle encore que pour m'encourager et pour me permettre de faire un maximum de cours sur les œuvres de René Guénon, vous pouvez me soutenir sur le Tipeee Séminaire René Guénon, et ce qui vous permettra d'accéder à des séances de discussion et peut-être plus tard des séances de débat sur la doctrine traditionnelle et sur l'œuvre et la personne de René Guénon, puisqu'il y a beaucoup à dire là-dessus, et que évidemment tout n'est pas évident, et que dans l'ensemble il y a beaucoup de réflexions à faire et beaucoup de problèmes à traiter. Merci et à bientôt pour le chapitre 5 de la crise du monde moderne.